La petite fille regarda les biscuits alignés sur la table et dit d'une voix douce, presque gênée. Personne ne veut jamais la nourriture de maman à Noël. Et dans la petite pièce glacée, cette phrase resta suspendue comme un aveu trop lourd pour son âge, pendant qu'Élise continuait de travailler la pâte avec des gestes lents, précis, des gestes appris par nécessité, pas par passion, ses doigts abîmés racontant mieux que des mots les mois passés à tenir debout pour deux. La farine collait aux joues de l'enfant, à ses cheveux, à l'air même qu'elle respirait, et pourtant Clara souriait encore, rangeant les biscuits comme si l'ordre pouvait empêcher le monde de s'écrouler, persuadée qu'au marché du lendemain tout changerait, que les gens s'arrêteraient enfin, goûteraient, comprendraient. « Demain, on vendra tout, maman », dit-elle avec une conviction qui faisait mal à entendre. « Et après, on aura un vrai Noël. » Élise hocha la tête sans répondre tout de suite, parce que promettre devenait dangereux, et c'est à cet instant précis que la porte s'ouvrit sans prévenir, laissant entrer le froid et une femme au regard dur, venue rappeler que le temps n'était pas un allié. Elle parla de règles, de loyer, de délais, de 4 jours seulement, sans jamais regarder l'enfant, comme si Clara faisait partie du décor, comme si leur présence était provisoire depuis le début. Quand la porte se referma, le silence fut plus cruel que la menace, et Clara leva les yeux vers sa mère, cherchant une réponse qu'elle n'osait pas demander. « On va devoir partir » murmura-t-elle. Élise s'agenouilla devant elle, posa ses mains chaudes sur ce petit visage inquiet et répondit avec une douceur fabriquée pour survivre. « On va vendre demain. Tout ira bien. » Mais au fond d'elle, elle savait déjà que le marché déciderait de bien plus que quelques pièces, qu'il déciderait de leur dignité, de leur place, de leur droit à rester quelque part. Et tandis qu'elle reprenait la pâte en silence, Élise comprit que ce Noël ne serait pas une fête, mais une épreuve, et que parfois, avant qu'un miracle n'arrive, il faut d'abord toucher le fond sans que personne ne tende encore la main. Le marché de Noël s'éveillait lentement sous un ciel pâle, les pavés encore humides reflétant les guirlandes accrochées trop haut pour ceux qui regardaient surtout le sol, et Élise installa sa petite table à l'écart, là où l'on mettait ceux qu'on ne voulait pas trop voir, pendant que Clara disposait les biscuits et les tartes avec un sérieux presque solennel, comme si chaque geste comptait double. Autour d'elle, les vendeurs appelaient les passants, riaient, échangeaient des pièces et des vœux, et l'air sentait la cannelle, le vin chaud et cette joie de façade que seuls ceux qui ont déjà manqué savent reconnaître comme fragile. « Biscuits de Noël, fait maison », lança Clara d'une voix claire, trop forte au début, puis un peu moins quand les premières personnes passèrent sans ralentir, leurs yeux glissant sur la table avant de s'arrêter sur Élise, puis de se détourner aussitôt, comme si regarder plus longtemps pouvait être contagieux. Une femme s'arrêta pourtant, observa les gâteaux, sembla hésiter, et Clara se redressa, le sourire prêt, mais le regard de la cliente remonta lentement vers Élise, s'y attarda une seconde de trop, et l'intérêt s'éteignit sans un mot, laissant derrière elle un froid plus mordant que le vent. « Monsieur, vous voulez goûter ?» insista Clara un peu plus loin, tendant un petit morceau avec espoir, mais l'homme refusa poliment sans la regarder vraiment, ses yeux déjà attirés par un autre stand plus fréquentable. Le temps passa ainsi, minute après minute, et la foule continuait de couler autour d'elle sans jamais s'arrêter, tandis que la voix de Clara devenait rauque, non de fatigue, mais d'incompréhension. Derrière, 2 femmes parlaient assez fort pour être entendues, évoquant des histoires, des réputations, des on-dit, et Élise sentit leurs mots s'accrocher à elle comme des épines, sans jamais être prononcés directement. Clara finit par tirer doucement la manche de sa mère. « Maman, pourquoi personne ne goûte? Ils ne savent pas que c'est bon ?» Élise avala sa salive, cherchant des mots simples pour une vérité compliquée. « Parfois, les gens décident avant de goûter, ma chérie. » Elle sourit pour masquer la honte, pour masquer la colère aussi, et lui fit signe de continuer. C'est alors qu'au bord de la place, un homme s'était arrêté, appuyé contre son chariot, observant la scène sans se cacher, pas par curiosité, mais parce que quelque chose dans l'obstination silencieuse de l'enfant lui rappelait une solitude qu'il connaissait trop bien. Et quand Clara croisa son regard, hésita une seconde, puis traversa la foule vers lui avec son dernier sourire intact, le marché tout entier sembla retenir son souffle sans le savoir. L'homme ne se détourna pas quand Clara s'approcha, et ce détail, si simple, suffit à la faire sourire comme si elle avait déjà gagné quelque chose, tenant son plateau contre elle avec un sérieux presque attendrissant. « Monsieur, vous voulez goûter le gâteau de maman ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais fière, comme quelqu'un qui défend plus qu'un produit, défend une personne qu'il aime. Il s'accroupit à sa hauteur, son manteau sombre froissant la poussière froide, et lui répondit avec un calme qui ne pressait rien, « Tu as l'air très sûr de toi. » Clara hocha la tête vivement. « Parce que c'est le meilleur. Même si personne ne veut. » Cette phrase, dite sans plainte, toucha quelque chose en lui, et il se releva lentement, laissant son regard glisser jusqu'à la table où Élise attendait sans attendre, déjà préparée au refus.
Quand il arriva devant le stand, elle baissa les yeux par réflexe, puis se força à lever la tête, offrant un sourire discret, presque défensif. Elle coupa une part, ses mains tremblant à peine, et la lui tendit. C'est aux pommes. Avec un peu de cannelle. Le silence se fit autour d'eux quand il goûta, comme si le monde avait suspendu sa respiration, et dès la première bouchée, quelque chose de profond se desserra en lui, un souvenir ancien, une cuisine chaude, une voix douce, un temps où Noël n'était pas une lutte. Il ferma les yeux sans s'en rendre compte, et quand il les rouvrit, Élise le regardait comme on regarde une réponse qu'on n'osait plus espérer. Ça a le goût de chez soi, dit-il simplement. Clara éclata de joie, sa victoire enfin reconnue, tandis qu'Élise sentit ses jambes faiblir. Sans marchander, il annonça qu'il prendrait tout, absolument tout, déposant sur la table plus d'argent qu'elle n'en avait vu depuis des mois, puis ajouta, presque comme une évidence, qu'il aurait besoin d'une grande quantité pour le lendemain. Élise voulut protester, expliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Sur le chemin du retour, Clara parlait sans s'arrêter, imaginant la ferme, les chevaux, la grande cuisine, convaincue que demain serait encore meilleur qu'aujourd'hui. Une fois la porte refermée derrière elle, Élise posa les pièces sur la table, les compta lentement, et quand elle ouvrit le placard, son cœur se serra, presque rien. Juste assez pour aujourd'hui, pas pour demain. Assise sur le lit, elle regarda sa fille déjà pleine de projets et comprit que le plus dur n'était pas de manquer, mais de décevoir quand l'espoir avait enfin osé naître. Le matin arriva trop vite, comme s'il avait eu peur de leur laisser le temps de réfléchir, et Élise se leva avant l'aube, le cœur lourd, essayant encore de trouver une solution qui n'existait pas, pendant que Clara dormait roulée en boule, serrant contre elle un petit ruban rouge trouvé la veille, convaincue que la promesse faite ne pouvait pas se briser. Le bruit d'un pas devant la porte la fit sursauter, puis un léger coup frappé avec retenue, sans impatience, et quand Élise ouvrit, il était là, le même regard calme, le même manteau couvert de poussière, mais cette fois, la réalité de la pièce parla avant elle. La table vide, les étagères presque nues, l'absence criante de tout ce qui aurait permis de tenir parole. Élise baissa les yeux, la honte montant plus vite que les larmes. « Je suis désolée, je n'ai pas ce que je vous ai promis », murmura-t-elle, la voix brisée, tandis que Clara surgissait derrière elle, cherchant à sourire, à expliquer, à gagner du temps. L'homme ne haussa pas le ton, ne posa pas de questions inutiles, il observa simplement, puis déclara doucement qu'elle n'avait pas manqué de talent, seulement de moyens. Il parla alors de son ranch, de sa cuisine trop grande et trop silencieuse, des hommes qu'il nourrissait avec des repas sans âme depuis trop longtemps, et proposa ce que personne n'avait encore osé proposer, du travail, réel, payé, sans pitié déguisée. Élise recula d'un pas, instinctivement, les paroles du voisinage, les règles invisibles, la peur du jugement lui revenant en mémoire. « Je ne peux pas, les gens parleront », dit-elle, presque en s'excusant. Clara, elle, attrapa sa main avec une détermination surprenante. « C'est un travail, maman. On peut essayer. » Le silence qui suivit pesa lourd, et Élise comprit que refuser, ce serait choisir la fierté vide plutôt que la survie. Elle demanda une semaine, juste une semaine, le temps de ne pas perdre totalement pied, et quand l'homme accepta sans discuter, sans conditions humiliantes, Élise sentit pour la première fois depuis longtemps que quelqu'un la regardait non pas comme un problème à gérer, mais comme une femme capable, digne de confiance, et en refermant la porte derrière lui, elle sut qu'elle venait de franchir une frontière invisible, celle où l'on cesse de subir pour tenter, enfin, d'exister. La route jusqu'au ranch s'étira sous un ciel pâle, et à chaque tour de roue, Élise sentit la peur reculer d'un pas, remplacée par une attention nouvelle aux détails simples. La vapeur du souffle de Clara qui riait pour rien, le bois qui craquait sous leurs doigts, l'odeur d'un feu qui promettait autre chose que le froid, et quand la petite cabane apparut enfin, solide et modeste, avec une porte qui fermait vraiment et une fenêtre qui laissait entrer la lumière. Élise resta immobile un instant, comme si elle avait oublié ce que cela faisait d'avoir un endroit où poser son sac sans se justifier. Les jours suivants trouvèrent un rythme presque naturel. Le matin, la grande cuisine s'ouvrait sur des étagères pleines, des sacs de farine lourds, un poêle qui tenait la chaleur, et Élise cuisinait sans compter, retrouvant des gestes qu'elle croyait perdus, pendant que Clara montait sur un tabouret pour mélanger, poser des questions, raconter des histoires aux hommes qui passaient et qui, sans s'en rendre compte, attendaient son rire autant que le repas. On l'appelait par son prénom, on la remerciait, on lui demandait son avis, et chaque sourire rendu à l'enfant recollait un morceau invisible du cœur d'Élise. Le soir, quand la maison se vidait, l'homme restait parfois à distance respectueuse, parlant peu, mais observant comment la vie revenait dans des pièces longtemps muettes, comment la table cessait d'être un meuble pour redevenir un lieu. Un après-midi, Clara s'arrêta de jouer,
posa une question maladroite sur son père disparu, sur les promesses qu'on ne peut pas tenir, et l'homme prit le temps de s'agenouiller, de répondre sans détour, avec cette douceur rare qui ne cherche pas à réparer mais à reconnaître, et Élise, derrière la porte, sentit quelque chose se desserrer en elle, un poids qu'elle portait seule depuis trop longtemps. Plus tard, elle trouva une chemise déchirée laissée sur une chaise et la raccommoda sans réfléchir, comme un réflexe ancien, et quand il la remercia, leurs regards se croisèrent un peu plus longtemps que nécessaire, sans urgence, sans promesse, juste cette sensation troublante de se comprendre sans devoir s'expliquer. Le soir venu, Élise s'assit près du feu, écouta Clara respirer dans son sommeil, et pour la première fois depuis des mois, elle se surprit à penser non pas au lendemain comme à une menace, mais comme à une possibilité fragile, consciente pourtant que cette paix restait provisoire, suspendue au regard des autres et à une semaine qui s'écoulait trop vite. La visite arriva sans prévenir, un après-midi trop clair pour porter de mauvaises nouvelles, et Élise la vit depuis la cuisine avant même d'entendre les voix, ce regroupement figé près de la clôture, ces silhouettes droites et décidées qui ne venaient jamais seules quand elle pensait avoir raison. La femme qui gérait autrefois la chambre prêtée parla la première, sans descendre de sa voiture, rappelant les délais dépassés, les règles non respectées, et surtout ce que les gens disent, comme si ces mots avaient plus de poids que le travail accompli, que les repas partagés, que le rire d'un enfant qui avait enfin retrouvé sa place. Élise sentit la peur remonter, ancienne et familière, et malgré les protestations calmes de l'homme, malgré la main de Clara qui se serrait contre la sienne, elle sut que rester signifierait transformer sa fille en sujet de murmures, en erreur publique, et cette idée lui fut insupportable. Elle accepta de partir, non par faiblesse, mais pour protéger ce qui comptait encore. Le retour en ville fut brutal, une pièce humide sous l'église, un lit étroit, des murs qui transpiraient le froid, et Clara qui, jour après jour, parlait de moins en moins, comme si le silence était devenu un moyen de ne plus espérer. Élise trouva des travaux pénibles, mal payés, invisibles, essuyant des sols, reprisant des vêtements pour des femmes qui détournaient le regard, sentant sur elle ce jugement qui ne se disait plus mais ne disparaissait jamais. Chaque soir, elle s'excusait en silence auprès de sa fille, lui promettant que cela ne durerait pas, sans savoir quand ni comment. Au ranch, l'absence pesa lourd, les repas redevenus mécaniques, les hommes plus silencieux, et cette maison qui semblait soudain trop grande, trop vide, comme si la chaleur s'était échappée avec elle. L'homme resta longtemps immobile dans la cuisine, regardant l'endroit où Clara posait son tabouret, comprenant enfin que ce qu'il avait perdu n'était pas une aide, mais un sens. Quand il se mit en route, sans prévenir, sans demander conseil, ce ne fut pas pour réparer une erreur, mais pour empêcher une injustice de devenir définitive. Le bruit des sabots fendit l'air froid du matin comme une décision qu'on ne peut plus retenir, et quand l'homme s'arrêta devant l'église, le seau glissa des mains d'Élise sans qu'elle s'en rende compte, l'eau se répandant sur les pierres pendant que son cœur battait trop vite pour comprendre, et il ne regarda ni les curieux déjà rassemblés ni celles qui murmuraient derrière leurs gants, avançant droit vers elle avec cette gravité tranquille de quelqu'un qui sait enfin ce qu'il vient faire. « Où est Clara » demanda-t-il simplement, et il n'y avait ni colère ni reproche dans sa voix, seulement une certitude qui obligeait à répondre. Alors Élise descendit dans la pièce sombre et prit la main de sa fille sans expliquer, parce que parfois les enfants comprennent avant les mots. Dehors, il s'agenouilla devant Clara comme il l'avait toujours fait, à sa hauteur, et lui parla avec un respect qui fit taire le reste du monde. « Est-ce que tu accepterais que ta maman et moi, on ne se sépare plus ?» Le sourire de Clara illumina la place comme une promesse tenue trop longtemps en attente. Et quand elle hocha la tête avec un enthousiasme silencieux, Élise sentit ses larmes monter avant même d'avoir entendu la question pour elle. Il se releva alors, faisant face au regard, au jugement, aux règles non écrites, et dit calmement qu'il n'avait pas trouvé une employée, mais une famille, qu'elle n'avait pas rempli un vide mais donné un sens, que la maison qu'il croyait solide n'était qu'un abri sans chaleur avant leur arrivée. Élise voulut protester, rappeler les peurs, les conséquences, mais il lui tendit la main, sans urgence, sans pression, lui laissant le choix intact, et dans ce geste simple, elle reconnut enfin ce qu'elle n'avait jamais eu, la liberté de dire oui sans se diminuer. Elle accepta, la voix tremblante mais ferme, sous le regard radieux de Clara, et le murmure autour d'eux perdit soudain toute importance. Les jours suivants furent modestes et vrais, une union célébrée au ranch, des rires simples, une table partagée, et à Noël suivant, Élise cuisina non seulement pour ceux qui avaient toujours eu une place, mais aussi pour ceux qu'on n'avait jamais invités, transformant la douleur passée en accueil sincère. En coupant une tarte, il goûta, sourit, et répéta doucement ce qu'il avait dit le premier jour, que cela avait le goût de chez soi, et cette fois, Élise sut que ce mot ne signifiait plus un espoir fragile, mais une réalité construite pas à pas, ensemble. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour aimer la vidéo, la partager,
Et vous abonner pour découvrir d'autres récits où l'humanité trouve toujours son chemin.